Chapitre 19. Je vais devenir psychiatre. Joanne parlait avec son enthousiasme asthmatique habituel. Nous buvions du cidre dans le salon de Belsize. Oh, ai-je répondu sèchement. C'est formidable. J'ai longuement parlé avec le docteur Quinn et elle pense que c'est tout à fait possible. Le docteur Quinn était le psychiatre de Joanne. C'était une femme célibataire, intelligente et perspicace. Mais j'avais souvent pensé que si j'avais été soigné par le docteur Quinn, je serais toujours à Kaplan et même plus probablement à Weimar. Elle avait quelque chose d'abstrait qui plaisait à Joanne, mais qui à moi me glaçait les sangs. Joanne continuait à parler de surmoi et d'ego. Je commençais à penser à autre chose. Je pensais au parquet marron toujours intact au fond du tiroir du bas de mon bureau. Je n'avais jamais parlé de surmoi ni d'ego avec le docteur Nolan. Je ne savais pas au juste de quoi je lui parlais. Je vais vivre à l'extérieur maintenant. J'écoutais Joanne à nouveau. Où ça? Ai-je demandé en essayant de cacher ma jalousie. Le docteur Nolan avait déclaré que sur ses recommandations, on me reprendrait au collège pour le second semestre, toujours avec la bourse de Philomena Guinea. Et comme les docteurs s'étaient opposés à ce que je retourne vivre chez ma mère, je devais rester à l'asile jusqu'au début du second semestre. Même dans ces conditions, je trouvais ça injuste que Joanne sorte avant moi. Où ça? Ai-je insisté. Ils ne vont tout de même pas te laisser vivre toute seule. Cela ne faisait qu'une semaine qu'ils laissaient Joanne retourner en ville. Non, bien sûr que non. Je vais vivre à Cambridge avec l'infirmière Kennedy. Sa colocataire vient de se marier et elle cherche quelqu'un pour partager son appartement. Félicitations. J'ai levé mon verre de cidre et nous avons trinqué. Malgré mes profondes réserves, je croyais que je tiendrais toujours beaucoup à Joanne. C'était comme si malgré nous, nous étions attachés l'une à l'autre par des circonstances impératives comme la guerre ou la peste, et nous partagions un univers bien à nous. Tu pars quand? Le 1er du mois. Elle est devenue songeuse. Tu viendras me voir, n'est-ce pas, Esther? Évidemment. Mais je pensais, c'est peu probable. J'ai mal. C'est normal que j'ai mal. Irwin n'a rien répondu. Parfois, ça fait mal, a-t-il dit finalement. J'avais rencontré Irwin sur les marches de la bibliothèque Widner. J'étais en haut des escaliers qui dominent les bâtiments de briques rouges entourant les cours enneigées et je me préparais à attraper le trolley pour rentrer à l'asile quand un jeune homme au visage laid d'intellectuel portant des lunettes s'est approché et m'a demandé « Pourriez-vous m'indiquer l'heure ?» J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. 4h05. L'homme a resserré son bras autour du paquet de livres qu'il portait devant lui comme un plateau et il a révélé un poignet osseux. « Mais vous avez une montre ?» Il a regardé sa montre d'un air triste. Il l'a collée contre son oreille. « Elle ne marche pas. » Il souriait d'une façon engageante. « Où allez-vous » J'allais dire « Je retourne à l'asile. » Mais il avait l'air sympathique, alors j'ai dit « Je rentre à la maison. » Aimeriez-vous d'abord prendre une tasse de café ? J'hésitais. On m'attendait à l'asile pour le dîner et je ne voulais pas rentrer en retard si près de ma libération définitive. Une toute petite tasse de café ? J'ai décidé d'essayer ma nouvelle personnalité normale sur cet homme qui, au milieu de mes hésitations, m'a appris qu'il s'appelait Irwin et qu'il était un professeur de maths très bien payé. Alors j'ai dit « D'accord » et j'ai calqué mes pas sur les siens pendant que nous descendions les marches incrustées de glace. Ce n'est qu'après avoir vu la garçonnière d'Irwin que j'ai décidé de le séduire. Il vivait dans un appartement confortable et ténébreux au rez-de-chaussée d'une des rues descendantes de la périphérie de Cambridge, où il m'avait conduite, pour boire une bière, après 3 tasses de café amer, bu dans un café d'étudiant.
Nous étions assis dans son bureau sur des chaises de cuir marron confortables, entourés par des piles de livres incompréhensibles et poussiéreux, avec des formules artistiquement imprimées sur chaque page comme des poèmes. Pendant que je buvais mon verre de bière, je n'ai jamais aimé la bière glacée en plein hiver, mais je l'avais acceptée pour avoir quelque chose entre les mains. Quelqu'un a sonné à la porte. Irwin a semblé embarrassé. Je crois que peut-être c'est une dame. Irwin avait l'habitude vieillotte et bizarre d'appeler toutes les femmes des dames. Bien, très bien, faites entrer. Et j'ai fait un grand geste. Irwin a secoué la tête. Vous risqueriez de la traumatiser. J'ai souri dans mon verre ambré rempli de bière froide. À la porte, on sonnait de façon plus péremptoire. Irwin a soupiré et s'est levé pour répondre. Dès qu'il a disparu, je me suis glissé dans la salle de bain et caché derrière les stores vénitiens en aluminium couverts de poussière. J'observais le visage de moine d'Irwin qui apparaissait dans l'entrebâillement de la porte. Une grande dame, à la poitrine plantureuse, l'air slave, sanglée dans un volumineux pull de laine naturelle, portant des pantalons violets et des bottes à hauts talons avec des revers en mouton persan, une toque assortie, soupirait des mots inaudibles en plein milieu du courant d'air. J'entendais la voix d'Irwin dans le corridor glacial. « Désolé, Olga, je travaille. Non, non, je ne crois pas. » Pendant ce temps, les lèvres de la dame s'agitaient et les mots dessinés en fumée blanche flottaient autour de la porte dans les lilas gelés. Puis finalement, peut-être Olga. Au revoir, Olga. J'admirais l'étendue, une vraie steppe, de la poitrine emmitouflée de la dame pendant qu'elle reculait vers les escaliers de bois, avec une sorte d'amertume sibérienne sur les lèvres. J'imagine que tu as des tas et des tas d'aventures à Cambridge, ai-je joyeusement déclaré à Irwin en piquant un escargot avec une aiguille dans un des restaurants résolument français de Cambridge. Il semble, a reconnu Irwin avec un petit sourire modeste, que je m'entende assez bien avec les femmes. J'ai ramassé la coquille d'escargot vide et j'ai bu le jus verdâtre. J'ignorais si cela se faisait, mais après des mois de diète triste et saine à l'asile, j'avais soif de beurre. J'ai appelé le docteur Nolan dans la cabine du restaurant et je lui ai demandé la permission de passer la nuit à Cambridge, chez Joanne. Évidemment, je n'étais pas sûr qu'Irwin m'inviterait à nouveau chez lui après le dîner, mais je trouvais que la façon dont il s'était débarrassé de la Slave, la femme d'un autre professeur, constituait un encouragement. J'ai renversé la tête et je me suis servi un nouveau verre de Nuit Saint-Georges. Tu aimes le vin ? Seulement le Nuit Saint-Georges. Je l'imagine avec le dragon. Je trouvais que le premier homme avec qui j'allais coucher devait être intelligent pour que je puisse le respecter. Irwin était professeur agrégé à 26 ans et il avait la peau pâle et imberbe d'un lycéen de génie. J'avais aussi besoin que ce soit quelqu'un d'expérimenté pour compenser mon ignorance. Les conquêtes d'Irwin me rassuraient sur ce point. De plus, pour des raisons de sécurité, je voulais que ce soit quelqu'un d'inconnu, que je ne reverrai jamais. Une sorte d'officiant semi-religieux et anonyme, comme dans les récits des rites tribaux. Vers la fin de la soirée, je n'avais plus aucun doute quant à la compétence d'Irwin. Depuis que j'avais appris la corruption de Buddy Willard, ma virginité me pesait comme une meule passée au cou. Cela avait eu une telle importance à mes yeux pendant si longtemps que j'avais pris l'habitude de la défendre à tout prix. Je la défendais depuis 5 ans et j'en avais par-dessus la tête. Ce n'est que lorsqu'Irwin m'a prise dans ses bras pour me porter chez lui, ivre et molle dans sa chambre à coucher sombre comme un four, que j'ai murmuré. « Tu sais, Irwin, je crois qu'il faut que je te dise.
Je suis vierge. Irwin a ri et il m'a projeté sur le lit. Quelques instants plus tard, une exclamation de surprise m'apprenait qu'Irwin ne m'avait pas cru. Je trouvais que c'était une chance d'avoir commencé à pratiquer la contraception le matin même, parce que dans mon état vaporeux, je ne me serais jamais donné le mal de réaliser cette opération délicate et nécessaire. J'étais étendu, extasié et nu sur le couvre-lit rêche d'Irwin pendant que s'opère le changement miraculeux. Mais je n'ai ressenti qu'une violente douleur suraiguë. Ça fait mal. Est-ce que c'est censé faire mal? Irwin n'a rien répondu. Parfois, a-t-il finalement répondu. Au bout d'un moment, Irwin s'est levé pour disparaître dans la salle de bain et j'ai entendu couler la douche. Je n'étais pas certaine qu'Irwin ait réussi à accomplir ce qu'il voulait faire. Je me demandais si ma virginité ne l'avait pas gêné d'une façon ou d'une autre. Je voulais lui demander si j'étais toujours vierge, et je ne me sentais pas trop rassuré. Un liquide chaud me dégoulinait entre les jambes. Je l'ai touché avec hésitation. Quand j'ai ramené ma main à la lumière qui filtrait depuis la salle de bain, mes doigts avaient l'air noirs. « Irwin » ai-je appelé d'une voix nerveuse. « Apporte-moi une serviette. » Il est entré, une serviette de bain nouée autour de la taille, et il m'en a lancé une autre plus petite. Je l'ai fourrée entre mes jambes et je l'ai retirée presque aussitôt. Elle était à moitié noire de sang. « Je saigne !» ai-je annoncé en m'asseyant d'un seul coup. « Oh, ça arrive souvent. Tu vas te sentir mieux, » m'a rassuré Irwin. Je me souvenais des histoires de draps de nuit de noces souillés de sang et des histoires de capsules d'encre rouge pour les mariés déjà déflorés. Je me demandais combien de temps cela allait encore saigner, et je restais couché, serrant la serviette. Je me suis dit que le sang répondait à ma question. Je ne pouvais plus être vierge. J'ai souri dans l'obscurité. Je me sentais membre d'une grande tradition. Furtivement, j'ai appliqué un coin propre de la serviette sur ma blessure. Je pensais que dès que le saignement cesserait, je prendrais le trolley de nuit pour rentrer à l'asile. Je voulais rêvasser en paix sur ma condition nouvelle, mais la serviette était noire et dégoulinante. Je crois qu'il vaut mieux que je rentre, ai-je faiblement murmuré. Pas déjà? Si, je crois que ça vaut mieux. J'ai demandé à Irwin si je pouvais lui emprunter la serviette et je l'ai placée comme un pansement entre mes cuisses. J'ai remis mes vêtements pleins de sueur. Irwin s'est proposé de me raccompagner, mais je ne voyais pas comment il pourrait me ramener à l'asile. Alors j'ai plongé dans mon sac pour lui donner l'adresse de Johan. Il connaissait la rue et il est sorti pour mettre la voiture en marche. J'étais trop préoccupé pour lui dire que je saignais toujours. Je continuais à espérer que cela allait cesser d'un instant à l'autre. Mais pendant qu'Irwin conduisait à travers les rues enneigées et désertiques, je sentais le suintement chaud traverser les barrages successifs de la serviette, de ma jupe, pour finalement s'étaler sur le siège de la voiture. Pendant que nous ralentissions en longeant les maisons éclairées, je trouvais heureux de ne pas avoir balancé ma virginité aux orties au collège ou à la maison, car il aurait été impossible de le camoufler. Johan a ouvert la porte avec un air de stupéfaction ravi. Irwin lui a baisé la main et lui a demandé de prendre soin de moi. J'ai refermé la porte et je m'y suis adossé en sentant le sang déserter mon visage en un seul flot spectaculaire. « Mais Esther !» s'est écrié Johan. « Que se passe-t-il » Je me demandais quand Johan allait remarquer le sang qui coulait le long de mes jambes et glissait comme de la colle dans mes chaussures vernies noires. Je crois que j'aurais pu mourir d'une balle dans la peau sans que Johan fasse quoi que ce soit d'autre que me fixer de son regard inerte en attendant que je lui demande un sandwich ou une tasse de café. Infirmière, elle est là ? Non, elle est de garde à Kaplan.
Bon, j'ai réussi à esquisser un pâle sourire en sentant une autre vague de sang traverser le rembourrage trempé et commencer le pénible périple jusqu'à mes chaussures. Je vais dire, ça ne va pas du tout. T'as un drôle d'air. Vaut mieux que tu appelles un docteur. Mais pourquoi? Vite! Mais elle n'avait toujours rien remarqué. Je me suis baissé avec un petit grognement et j'ai enlevé une de mes chaussures de chez Bloomingdale. Le cuir était brûlé par la neige. Je l'ai brandi sous les yeux ébahis de Joanne. Je l'ai secouée et j'ai regardé Joanne pendant qu'elle fixait le flot de sang qui se déversait sur la moquette beige. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? J'ai une hémorragie. Joanne m'a à moitié tiré, à moitié porté jusqu'au sofa et elle m'a allongé. Elle a déposé quelques coussins sous mes pieds ensanglantés, puis elle a reculé et elle m'a demandé: qui était ce type? Pendant une minute d'angoisse, je me suis dit qu'elle allait refuser d'appeler un médecin tant que je ne lui aurais pas tout avoué sur ma soirée avec Irwin, et qu'ensuite elle allait toujours refuser pour me punir. Mais j'ai compris qu'elle me croirait sur ma bonne mine, que de toute façon elle ne pouvait rien comprendre à ma nuit avec Irwin, que son apparition n'avait été qu'une piqûre dans le plaisir qu'elle éprouvait à me voir. Oh, quelqu'un, ai-je fait avec un geste vague. Un autre flot de sang a jailli et de peur j'ai contracté les muscles de mon ventre. Apporte-moi une autre serviette. Elle est revenue presque instantanément avec une pile de serviettes et de draps. Comme une infirmière efficace, elle a retroussé mes vêtements trempés de sang. Elle a repris son souffle en découvrant la première serviette, rouge royale, et elle m'en a appliqué une autre en compresse. J'étais allongé, essayant de ralentir les battements de mon cœur, car chaque battement provoquait un autre flot de sang. Je me suis souvenu d'un cours inquiétant sur le roman victorien où toutes les femmes, les unes après les autres, mouraient pâles et nobles dans des flots de sang après des accouchements difficiles. Peut-être qu'Irwin m'avait terriblement et vicieusement blessé. Peut-être que couché là, sur le sofa de Joanne, j'étais bel et bien en train de mourir pour de bon. Joanne s'est assise sur un coussin indien et a commencé à faire la longue liste des médecins de Cambridge. Le premier numéro ne répondait pas. Elle a commencé à expliquer mon cas au second docteur, mais après avoir dit « Je vois », il a raccroché. Qu'est-ce qui ne va pas? Il ne se dérange que pour ses clients habituels ou pour des urgences. C'est dimanche. J'ai essayé de soulever le bras pour regarder ma montre, mais ma main était de marbre à mon côté et refusait de bouger. Dimanche, le paradis des docteurs. Des docteurs à la campagne, des docteurs au bord de la mer, des docteurs avec leurs maîtresses, des docteurs avec leurs femmes, dans leur yacht, des docteurs partout, qui se prennent résolument pour des gens simples comme les autres, et pas pour des docteurs. Nom de Dieu, dis-leur que je suis une urgence. Le troisième numéro ne répondait pas. Le quatrième a raccroché dès que Joanne a mentionné le mot règle. Joanne a commencé à pleurer. Écoute, Joanne, appelle l'hôpital. Dis-leur que c'est une urgence. Il faudra bien qu'ils m'acceptent. Joanne a repris des couleurs et elle a composé un cinquième numéro. Le service des urgences lui a promis qu'un docteur de garde me soignerait si je pouvais venir jusqu'à l'hôpital. Joanne a appelé un taxi. Elle insistait pour m'accompagner. Je serrai de nouveau mon bandage de serviette avec l'énergie du désespoir, pendant que le chauffeur, impressionné par l'adresse que lui avait donnée Joanne, fonçait à toute vitesse dans les rues grises de l'Aurore. Il s'est arrêté dans la cour de l'hôpital avec un énorme crissement de pneus. J'ai laissé Joanne payer le montant de la course et je me suis précipité dans la grande pièce illuminée et vide. Une infirmière a jailli de derrière un rideau blanc.
En quelques mots rapides, je me suis débrouillé pour lui dire la vérité sur ma situation délicate avant que Joanne n'atteigne la porte, clignant des yeux comme une chouette myope. Le médecin du service des urgences est entré et l'infirmière m'a aidé à monter sur la table d'examen. Elle a chuchoté quelques mots au docteur qui a acquiescé et a commencé à défaire mes bandages sanglants. Je sentais ses doigts qui m'examinaient et Joanne qui était raide comme un piquet à mon côté, me tenant la main sans que je sache pour le salut de laquelle de nous deux. Ouf! Un geste particulièrement douloureux m'a fait gémir. Le docteur a sifflé. Vous êtes le cas sur 1 million. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que ça n'arrive comme ça qu'une fois sur 1 million. Il parlait d'une voix grave et autoritaire à l'infirmière qui s'est précipitée sur une petite table et a ramené quelques rouleaux de gaz et des instruments chromés. Je vois parfaitement d'où vient le problème, a-t-il dit en se penchant. D'accord, mais pouvez-vous le résoudre? Il s'est mis à rire. Certes, certes. Je peux vous bricoler ça comme un rien. J'ai été réveillé par quelqu'un qui frappait à ma porte. Il était minuit et l'asile était silencieux comme une tombe. Je n'arrivais pas à imaginer qui pouvait bien être encore debout à cette heure-là. Entrez. J'ai allumé la lampe de chevet. La porte s'est ouverte et le visage sombre et énergique du docteur Quinn est apparu dans l'entrebâillement. Je l'ai regardé avec surprise. Je la connaissais. Je la saluais en passant d'un signe de tête dans les couloirs, mais je ne lui avais jamais parlé. Maintenant, elle me disait « Puis-je entrer un instant, mademoiselle Greenwood ?» J'ai acquiescé. Elle est entrée et a refermé doucement la porte derrière elle. Elle portait un de ses uniformes bleu marine immaculé avec une blouse unie, blanche comme de la neige qui apparaissait dans l'encolure en V. « Je suis désolé de vous déranger, mademoiselle Greenwood, particulièrement à cette heure de la nuit. Mais j'ai pensé que peut-être vous pourriez nous aider au sujet de Joanne. » Pendant un instant, j'ai cru que le docteur Quinn allait me rendre responsable du retour de Joanne à l'asile. J'ignorais si Joanne avait compris ou deviné le motif de notre balade à la salle des urgences. Mais quelques jours après, elle était revenue vivre à Belsize en conservant malgré tout les plus larges droits de sortie. « Je ferai ce que je peux », ai-je répondu au docteur Quinn. Elle s'est assise au bord de mon lit avec un visage grave. « Nous aimerions savoir où se trouve Joanne. Peut-être que vous auriez une idée. » Tout d'un coup, j'ai voulu me dissocier complètement de Joanne. Elle n'est pas dans sa chambre? Le couvre-feu de Belsize était dépassé depuis longtemps. Non. Joanne a reçu l'autorisation de sortir au cinéma ce soir, mais elle n'est toujours pas rentrée. Avec qui était-elle? Elle était seule. Le docteur Quinn s'est interrompu un instant. Auriez-vous une idée sur les endroits où elle aurait pu passer la nuit? Elle va certainement rentrer. Quelque chose a dû la retenir. Mais je ne voyais pas du tout ce qui aurait pu retenir Joanne à Boston en pleine nuit. Le docteur Quinn a secoué la tête. Le dernier trolley est passé il y a 1 heure. Peut-être va-t-elle rentrer en taxi? Le docteur Quinn a soupiré. Avez-vous essayé la fille Kennedy, là où vivait Joanne? Le docteur Quinn a hoché la tête. Sa famille? Oh, elle ne serait jamais retournée là-bas. Mais nous avons essayé quand même. Le docteur Quinn s'est attardé un moment comme si elle pouvait renifler quelques idées dans la pièce tranquille. Bon, eh bien nous ferons tout notre possible. Et elle est sortie. J'ai éteint la lumière et j'ai essayé de me rendormir, mais le visage de Joanne flottait devant mes yeux, souriant et désincarné comme le museau d'un chat du Cheshire.
J'ai même cru entendre sa voix qui grinçait et murmurait dans la nuit. Mais je me suis vite rendu compte que ce n'était que le vent dans les branches des arbres de l'asile. À l'aube, j'ai été de nouveau réveillé par quelqu'un qui frappait à ma porte. Cette fois, je me suis levé pour ouvrir moi-même. Le docteur Quinn était devant moi. Elle se tenait dans une sorte de garde à vous, comme un frêle sergent. Mais son attitude avait quelque chose de curieusement flou. J'ai pensé qu'il fallait que vous sachiez. Johan a été retrouvé. L'emploi du passif m'a glacé les sangs. Où? Dans les bois, près des étangs gelés. J'ai ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Une des infirmières l'a trouvé, juste ce matin en venant travailler, poursuivait le docteur Quinn. Elle n'est pas morte, a dit le docteur Quinn. Malheureusement, elle s'est pendue.